Bonjour à tous, je suis très heureux d'avoir été invité à traiter ce sujet sur les hépatites aiguës pédiatriques sévères d'origine inconnue. Alors, comme on n'a pas trouvé d'acronyme plus simplifié, parce que on les appellera ces hépatites sévères, le cas échéant, c'est-à-dire que je parlerai de cet épisode qui est survenu il y a environ un an. Alors, je voulais rappeler quelque chose qu'on appelle la malédiction chinoise, qui est pouvez-vous vivre des temps intéressants ? Ce qu'on disait classiquement, si on voulait du mal à quelqu'un, on lui disait vis des temps intéressants, c'est des temps où il se passe quelque chose, parce que le plus souvent dans l'humanité, on aime bien qu'il ne se passe pas grand-chose, au moins la routine, c'est rassurant. Alors, en fait, c'est pas chinois, c'est finalement, comme toutes les bonnes citations, c'est une citation d'un auteur anglais, Chamberlain, mais enfin, néanmoins, elle est intéressante, et c'est pour nous rappeler que ces dernières années, on a vécu des temps intéressants, dans le sens un peu stressant et un peu problématique. On a l'impression de revenir à une bonne routine, ce qui permet d'avoir un congrès sans masque, tous ensemble, sans mesures barrières, mais finalement, il y a un an pratiquement jour pour jour, nous étions alertés sur une mystérieuse épidémie d'hépatite chez les enfants, donc par les médias, et c'était nos collègues anglais qui de nouveau avaient tiré les premiers, puisqu'ils avaient décrit la présence d'une hépatite chez eux, ce qui nous ramenait en 2020, où si vous vous rappelez, à peu près à la même époque, fin avril, commençait à apparaître ce qu'on a appelé plus tard le MIS ou le PIMS, suivant votre choix d'acronyme, les syndromes hyperinflammatoires post-Covid. Et donc, on s'est trouvé dans cette situation où est-ce qu'on avait une nouvelle épidémie qui touchait les enfants, parce qu'il faut être tout à fait honnête, le Covid a été assez peu impactant au niveau, heureusement, pour la santé des enfants, et de nouveau, cette crainte, y a-t-il une nouvelle maladie qui est en train d'apparaître et qui va toucher les enfants et qui va conduire à des greffes ? Alors, quelles étaient nos connaissances fin avril 2022 sur cette mystérieuse hépatite ? Alors, en fait, c'est vraiment passionnant, c'est ça les temps intéressants, c'est qu'on est habitué finalement en médecine à une certaine routine, c'est-à-dire que si on ne sait pas quelque chose, on va chercher dans la littérature, et on s'est dit, la littérature va nous aider. Or, à ce moment-là, la littérature se fait sous vos yeux, et elle se fait tellement sous vos yeux qu'il n'y a pas de littérature. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la médecine basée sur les communiqués de presse. Donc, ce qui veut dire qu'au début, la notification à l'OMS, il y avait 10 cas décrits, c'était le 5 avril. L'alerte de santé publique du Royaume-Uni, c'est le 8 avril avec 60 cas décrits. Et le 15 avril, l'OMS fait une alerte sur 74 cas. Que savait-on sur ces cas ? Sur l'alerte de UKHSA, il y avait 60 patients, majoritairement 2 à 5 ans, avec un ictère, parfois des signes digestifs. Et il fallait définir des cas, parce que ce n'est pas extrêmement stringent comme critère. Si vous dites enfant qui a un ictère, vous allez être un peu large. Donc ils ont décrit, c'est toutes les personnes de moins de 16 ans, ayant des transaminases supérieures à 500 unités, et une fois qu'on a exclu les virus A, B, C, E. Bon, vous voyez, on est dans le filet à grande maille. Ce n'est pas avec ça où est-ce qu'on va être extrêmement précis, mais néanmoins, c'est la définition initiale des cas. Alors, quelles étaient nos connaissances ? Le 14 avril, une première publication écossaise, donc 13 enfants d'origine écossaise, un sexe ratio équilibré, des transaminases franchement élevées, puisqu'elles étaient souvent supérieures à 2000. Dans la publication, aucune notion des azates et des gamma-GT. Juste, on vous dit des alates supérieures à 2000. Un âge médian de 3,9 ans, donc assez concentré sur les moins de 5 ans, et juste un enfant de plus de 10 ans. Sur ces 13 enfants, un a été transplanté, donc un taux de transplantation qui était néanmoins élevé. Au niveau des symptômes, on voyait qu'il y avait des ictères, des douleurs abdominales et des malaises. Et il y avait un tableau digestif décrit dans les semaines précédentes, mais pas de fièvre retrouvée. Et dans les prélèvements réalisés, par définition, les virus A, B, C, E étaient négatifs, mais on retrouvait de l'adénovirus sur une proportion, à peu près un gros tiers, chez qui ça avait été cherché, et un peu de SARS-CoV-2. Donc, première publication, première connaissance sur cette mystérieuse hépatite. Une autre publication début mai sur... Alors, c'est une épidémie qui avait survenu entre octobre et février 2022. Donc, c'était des patients dans l'Alabama, aux États-Unis. Donc là, ils avaient également un âge à peu près identique. Donc, il n'y a pas une description précise, mais on voit que le médian était à 2,9 ans. Majoritairement blanc, ce qui là est différent du PIMS, puisque le PIMS touchait majoritairement des patients issus de minorités.
un sexe ratio là, déséquilibré en faveur des filles, des enzymes hépatiques élevées, une bilirubine élevée également, 2 enfants transplantés, donc de nouveau un taux de transplantation assez élevé, 7 qui avaient récupéré. Au niveau des signes, de nouveau, un cortège de signes qui vont un peu plus que l'hépatite, puisqu'on voyait qu'il y a un tableau cholestatique avec un ictère, des signes digestifs, de la diarrhée, et là, dans ce cas, un peu de fièvre. Et donc, au niveau des virus, ils retrouvaient, pas les virus hépatotropes, parce que c'était un peu la définition, 100% d'adénovirus, mais alors là, dans ce cas-là, c'était un peu leur définition des cas, c'est-à-dire que pour être dans ce papier, vous deviez avoir une hépatite avec un adénovirus retrouvé, et un peu de BV, mais pour lequel les auteurs évoquaient une réactivation secondaire à l'état d'hépatite. Alors, heureusement, les Anglais ont probablement des tas de défauts, mais ils sont très bien organisés, et le UKSA faisait régulièrement des technical briefings dans lesquels ils rapportaient les cas, et qui étaient très complets. Vous aviez une 60aine de pages qui décrivaient toutes leurs connaissances au moment précis, ce qui était probablement la meilleure source d'information. Donc là, c'était sur les cas. Donc, c'est toujours une subtilité entre les cas anglais et les cas du Royaume-Uni. Donc, ils avaient 81 cas, 7 transplantés, un âge médian de 3 ans. Toujours un tableau. Donc, vous voyez quand même, on arrive à un certain ensemble un peu cohérent. Des enfants qui ont un tableau d'ictère, cholestatique, cytolytique, avec des signes digestifs qui précèdent. Au niveau des recherches virales assez étendues, vous voyez beaucoup d'adénovirus, mais pas tous, et une courbe épidémiologique qui, à ce moment-là, donc on était fin avril, commençait à montrer une décrue. Bon, dès que cette alerte a été connue, toute l'Europe et tout le monde a été en émoi, et on a commencé à chercher des cas. Et donc, le CDC, le 28 avril, fait une première publication où est-ce qu'il écrivait alors, ça, il faut aller sur les sites, hein, c'est pas peer-reviewé, donc c'est donc les sites de l'ECDC où il écrivait 55 patients en Europe avec une grande disparité suivant les pays qui en trouvaient plus ou moins. Par exemple, l'Italie en trouvait 17, la France en trouvait 2, la Belgique en rapportait 2. Donc, fin avril, qu'est-ce qu'on savait sur ce tableau? Un tableau d'hépatite cholestatique, un âge médian de 3 ans, des signes digestifs, 7% de transplantation, ce qui est quand même non négligeable, et un adénovirus souvent retrouvé. Donc, à ce moment-là, on lance des hypothèses. Qu'est-ce qui peut causer? Bon, vu qu'on trouve cet adénovirus, c'est l'adénovirus. D'un autre côté, l'adénovirus, c'est quand même connu, donc il fallait autre chose. Un cofacteur, donc l'absence d'immunité antérieure, l'infection par le SARS-CoV-2, donc à ce moment-là, on était en vague Omicron, une co-infection par le SARS-CoV-2, une toxine. Est-ce que ça pouvait être un nouvel adénovirus, une toxine, un nouveau pathogène, un nouveau variant de SARS-CoV-2? Alors, le problème, ça a été la définition des cas. Donc, globalement, tout le monde est resté, sauf la France, parce qu'on aime bien les exceptions françaises, mais tout le monde est resté sur une définition extrêmement large qui est en gros enfants qui n'ont pas une hépatite à eux et qui ont des transats à plus de 500. Alors, ils ont un peu dit il faut quand même exclure les causes autres d'hépatite, style les toxiques classiques, les maladies héréditaires du métabolisme, les pathologies auto-immunes. Qu'a été à peu près la définition du CDC en rajoutant l'adénovirus. Alors, en France, on avait une première définition assez stringente où est-ce qu'on excluait beaucoup de virus, dont le SARS-CoV-2, ce qui a entraîné une tempête médiatique relative où on dit pourquoi vous excluez le SARS-CoV-2. Donc la deuxième, incluez le SARS-CoV-2 comme étant potentiellement lié à ces hépatites d'origine indéterminée. Alors ça vous montre quand même que quand vous définissez une nouvelle entité, il faut qu'on s'entende sur la définition, ce qui pose un vrai problème. Et ce qu'on verra sur la suite, c'est que aucune des définitions de cas, là, vous noterez, n'évoque l'ictère ou la cholestase, qui est quand même présent chez la majorité des enfants. Enfin, moi, il m'aurait semblé, ça c'est mon avis strictement personnel, qu'on aurait probablement été un peu plus stringent en décrivant que c'est d'hépatite sévère cholestatique. Mais bon, on est resté sur des hépatites tout court qui, stricto sensu, pouvaient inclure des choses comme le syndrome de Rey, qui n'étaient pas inclus dans les causes présentes. Donc ça vous montre aussi un peu l'espèce de maille large qu'il y avait. Alors, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Il y a eu 2 articles publiés dans la revue là, de l'ECDC, qui étaient donc basés sur des questionnaires, donc sur les centres des pathologies. Alors, un premier trouvait une augmentation des cas et des formes sévères sans augmentation évidente donc en Europe des enfants sans les transplantations, et un deuxième qui était basé sur plusieurs centres spécialisés dans le foie ne retrouvait pas sur la période d'augmentation d'hépatite sévère. Bon, là, il faut voir que c'est qu'on interroge les centres, donc certains d'entre vous ont probablement été interrogés sur est-ce que vous en avez vu plus, combien vous en avez vu, combien est-ce que ça fait. Vous voyez que hors Royaume-Uni, la situation n'était quand même pas extrêmement claire.
Bon, le nombre de cas rapportés a cru gentiment. On est passé de 106 cas début mai à 125 au niveau européen, avec des grosses disparités. Vous voyez le tout petit point rouge chez la France, parce qu'on n'a pas été les champions pour rapporter les cas. Bon, les Allemands ont fait encore mieux que nous. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient rapporté tout court. Mais globalement, vous voyez quand même une grosse disparité suivant les pays dans la capacité à rapporter des cas de ces hépatites. Alors au niveau mondial, il y a également eu ces variations, mais c'est plutôt d'une épidémie, vous voyez, des pays dits industrialisés que des pays en voie de développement, puisque globalement, ça a été assez concentré. Bon, cette épidémie, vous avez dû le noter, a fini par rentrer dans l'ordre, puisqu'on n'en parle plus. Ce qui est le meilleur moyen de se dire que le problème est résolu, c'est quand les médias ne vous en parlent plus. Dans les faits, ça a peu à peu diminué vraiment. Alors, ce que vous voyez, les grosses barres bleues, c'est le Royaume-Uni. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est très porté par le Royaume-Uni, puisque ce que vous voyez, ça c'est le détail. Enfin, on ne les voit pas parce que c'est par pays. Bon, il y a 2 pays où est-ce qu'il y a un peu de cas, c'est avec une courbe épidémiologique, vous voyez, en cloche, où ça monte, ça descend, c'est le Royaume-Uni et un petit peu l'Espagne. Alors, aux États-Unis, ils ont également eu un nombre de cas, alors un peu décalé, mais malgré tout présent. Et vous voyez un phénomène qui avait commencé dès octobre 2021, donc quelque chose qui était moins concentré sur le printemps 2022. Mais quand ils regardaient le nombre d'hospitalisations, il n'y avait pas de différence donc pour hépatite sévère entre 2019 et 2022. Donc sans impact majeur, en tout cas au niveau des données macro, sur le système de soins. Alors, grande question qu'on s'est tous posée, est-ce que cette entité existe ? Bon, parce que finalement, vous définissez un truc de manière un peu large et vous dites, est-ce que vraiment on a eu une épidémie de cas ? Alors, probablement, au Royaume-Uni, oui. Ça, c'est, vous voyez, le nombre de consultations pour les enfants. Alors, au-dessus, c'est de 1 à 4 ans et au-dessus, c'est les plus grands pour un tableau d'atteinte hépatique, vous voyez, avec le liver condition. Et vous voyez quand même, ça, c'était toutes les années. Le jaune, c'est 2022. Vous voyez quand même que la courbe est franchement décalée. Alors, quand vous commencez à parler d'un phénomène, les gens consultent plus, mais là, on est quand même dans quelque chose qui est très, très différent du taux de base. Et vous voyez, ça, c'est les consultations pour ictère. Alors, bon, globalement, on peut penser que c'est un signe fort. Quand il y a un ictère, les gens ont un peu tendance à consulter. Et vous voyez que les 1-4 ans ont beaucoup plus consulté pour ictère. Et on voyait que moins chez les 0-1 an et moins au-dessus de 17 ans. Donc, on a vraiment l'impression qu'au Royaume-Uni, il y a un signal fort, avec augmentation du nombre de greffes, augmentation du nombre de passages aux urgences. Donc, il s'est passé quelque chose au Royaume-Uni. Donc maintenant, un peu, quelles pouvaient être les causes ? Alors là, vous avez un peu l'essentiel des causes. Alors, dans le temps imparti, je vais essayer de respecter, je vais les passer rapidement en revue. Bon, enfin, on était un peu dans la méthode, pour faire allusion à nos bons Dupont et Dupont, c'est comment est-ce qu'on va réussir à trouver une cause ? Bon, on va un peu chercher et voir si jamais il y a quelque chose qui permettait d'affirmer ou d'infirmer. Alors de nouveau, nos collègues anglais ont fait un travail toxicologique. Ils ont comparé 230 échantillons de 57 patients, 77 contrôles du même âge. Donc ils ont trouvé des trucs, notamment que les patients avaient plus de paracétamol, mais ça a été évoqué que c'était dans le traitement et pas par rapport à une cause. Et donc globalement, il n'y a pas de signal toxique qui a été retrouvé. Alors concernant les agents pathogènes, vous avez déjà vu cette figure, donc c'est une figure du dernier rapport. Vous voyez quand même que, bon, on a un peu de signal sur l'adénovirus. Qui était quand même très souvent retrouvé, même plus que le SARS-CoV-2. Je vous rappelle qu'on était en pleine vague Omicron, où est-ce qu'on peut retrouver juste par association du SARS-CoV-2 qui soit présent. Alors, je fais un petit arrêt sur le SARS-CoV-2. Il se trouve que de manière tout à fait personnelle, j'avais à un moment posté sur Twitter quelque chose sur les hépatites, mais je me suis pris une tempête parce que j'avais évoqué que c'était probablement pas le SARS-CoV-2. De nouveau, pour des gens, vous connaissez cet aphorisme, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous avez tendance à voir tout problème comme un clou. Pour des gens, la totalité des problèmes qui pouvaient survenir en pédiatrie étaient liés au SARS-CoV-2. Que ce soit les bronchiolites, que ce soit les hépatites, que ce soit tout ce que vous voulez, c'était forcément le SARS-CoV-2 qui était la cause. Donc de nouveau, comment est-ce qu'on évoquait ça ? Alors ça, vous avez peut-être entendu cette hypothèse du super-antigène. Donc le super-antigène, c'est une molécule, alors ça existe pour les staphylocoques, qui sont capables d'activer directement les TCR via le HLA de classe 2 et donc de créer une réaction inflammatoire sans reconnaissance d'épitope. Et comme il y a un vague motif de la protéine spike du SARS-CoV-2 qui ressemble un peu au staph, on a dit le SARS-CoV-2 est capable d'être un super-antigène. Et donc, comme on ne peut pas perdre les bonnes idées, certains ont dit c'est un super-antigène en présence de l'adénovirus. Et il y a eu une publication dans le JPGN d'une équipe israélienne. Nous ont évoqué un concept intéressant qui était le Covid long hépatique, qui était donc des patients qui avaient eu un Covid à un moment. Donc ça pouvait aller de quelques semaines à quelques mois avant, et 53 à 130 jours après infection.
et qui avaient une hépatite sévère avec amélioration sous corticoïdes. Bon, ça n'a probablement rien à voir avec notre pathologie. Vous voyez que les patients sont ou plus jeunes, c'est-à-dire c'est des nourrissons, ou plus vieux, ils ont 8 et 13 ans. Ce n'est pas la même période, parce que c'est décembre 2020, septembre 2021. Et au niveau hépatique, ils avaient un tableau de néogénose ductulaire, alors que dans les rapports, ils décrivaient des tableaux de nécrose sévère pour les hépatites sévères d'origine indéterminée. Donc, après, il y a donc la piste de l'adénovirus. Donc, l'adénovirus, c'est un virus à ADN double brin qui n'est pas enveloppé et qui donc donne des infections, que vous connaissez régulièrement. Et effectivement, on voyait au niveau épidémiologique que les mesures barrières avaient écroulé le nombre d'infections à adénovirus avec un effet rebond, alors qu'on appellera dette immunitaire ou ce que vous voulez, en tout cas une circulation majeure de ces adénovirus au Royaume-Uni. Sachant que le séquençage n'a pas montré que les adénovirus étaient différents des adénovirus connus, donc il n'y avait pas de nouveaux adénovirus, simplement ils circulaient plus. Ah, je pense que j'ai perdu une diapo, je suis désolé, qui montrait que elle s'est déplacée, que les collègues anglais avaient montré effectivement par des études cas témoins qu'il n'y avait pas plus de SARS-CoV-2, même plutôt moins chez les patients ayant une hépatite d'origine inconnue que ceux de la population générale. Donc en tout cas, ça n'évoquait pas un rôle du SARS-CoV-2. Donc on va arriver aux 3 publications principales qui ont donné des éléments. Donc, en juillet 2022 est publié un article du Royaume-Uni, 9 cas, 58 contrôles, 13 sujets sains, 12 infections, ça c'est les contrôles, adénovirus, bilan hépatique normal, 33 hépatites à adénovirus négatif, études métagénomiques. Métagénomique, c'est conséquence, tout ce qui traîne par des oligoprimers qui sont non spécifiques, on voit ce qui sort. Ils avaient plusieurs prélèvements, oui, un peu hétérogènes du foie, des prélèvements de sel, des prélèvements rectaux, des prélèvements nasopharyngés. Au total, ils trouvaient ce qu'on appelle les adéno-associated virus ou virus adéno-associés dans pratiquement tous leurs prélèvements versus aucun des contrôles. Et ils trouvaient également que la quasi-totalité des patients avaient un HLA spécifique, HLA-DR B10401, dans 88% des patients versus 15% de la population générale. Et ils montraient clairement qu'il y avait aussi l'association avec l'adénovirus dans leur cohorte. Donc, que sont les virus adéno-associés? Il s'agit de petits virus ADN simple brin, donc beaucoup plus petits, qui nécessitent un adénovirus ou un autre virus pour se répliquer, qui ne peuvent pas se répliquer tout seuls et qui sont utilisés actuellement en thérapie génique pour être vecteurs, en fait, pour apporter des brins pour corriger les défauts. Si vous tapez un virus adéno-associé, vous trouverez ça. Et là, c'est des virus qu'on retrouvait beaucoup plus souvent que ce qu'on trouvait auparavant. Une autre étude au Royaume-Uni, là, sur 28 cas et 138 contrôles, donc vous voyez des contrôles également hépatite à adénovirus, MIC, autre hépatite, le retrouver pratiquement partout et retrouver également des adénovirus dans le sang. Donc, il y a une subtilité, si vous le cherchez, il faut le sang et pas le plasma pour chercher l'adénovirus, ou du HHV6, et présent dans les foies explantés des patients, et de nouveau la HLA-DRB104, mais sans effet lytique sur le foie explanté. Et donc là, ça c'est tous les prélèvements qu'ils ont fait. Quand c'est bleu, c'est qu'il est présent. Quand c'est rouge, c'est qu'il est absent. Et vous voyez ce qui est entouré, parce que c'est un peu petit, c'est l'adénovirus et les AAV2. Donc vous voyez clairement, on trouvait ces virus dans les patients atteints et pas dans les patients témoins. Et enfin, un dernier travail aux États-Unis où ils ont fait 16 cas et 45 contrôles. Également 6 sujets sains, 8 infections non hépatites, 31 hospitalisés non infectés. Vous voyez, on retrouvait le AAV2 chez pratiquement tous les patients. Alors eux, ils n'ont pas fait d'études HLA. Globalement, ces 3 travaux corroborent à la fois la présence d'un adénovirus et d'un AAV2, tout en disant qu'on ne trouve pas d'effet cytolytique au niveau du foie. Donc ce n'est pas un effet direct, a priori, lié à l'atteinte du virus qui explique l'atteinte hépatitique. Alors aussi, pour l'anecdote, les tableaux ont été publiés en prépublication entre juillet et septembre, et la publication dans Nature date de ce mois-ci. Donc, ce qui montre qu'heureusement qu'on a les prépublications, parce qu'autrement, ça fait plusieurs mois qu'on ne saurait rien de spécifique sur ces pathologies. Alors, qu'est-ce que l'HLA-DRB10401? Il s'agit d'un HLA de classe 2, donc de présentation d'épitope. Et vous voyez qu'il y a une répartition géographique un peu particulière, puisqu'elle est répartie plutôt dans l'Europe du Nord et un peu en Alaska et en Sibérie. Alors, ça a un intérêt, c'est que ça nous montre que ça correspond un peu aux zones touchées. Donc, ça pourrait être aussi une explication des variations géographiques. Alors, le HLA a été associé, enfin, ce HLA avec la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, ou les arthrites induites par la maladie de Lyme. Donc, quel est le modèle actuel des hépatites d'origine indéterminée? Un modèle plusieurs atteintes. Il faut
quelqu'un susceptible, avec du HLA, avec un virus qui va aider, qui va être un adéno ou un HHV6, un adénovirus, un AAV2, bon, plus ou moins le super-antigène. Sur cette figure, ils n'ont pas voulu l'enlever, mais moi j'y crois très moyennement, pour être franc, mais on ne peut pas l'exclure. Et ceci pouvait donner sur ce tableau-là, ce tableau d'hépatite. Alors, pourquoi y a-t-il ces difficultés? Comme on a dit, le problème, c'est que les critères d'inclusion sont flous, et ce qui explique probablement, il y a peut avoir eu des cas hors du Royaume-Uni, mais on a un filet à tellement grande maille qu'on a probablement pris beaucoup de choses, sachant que 30% d'insuffisance hépatique aiguë pédiatrique n'ont pas de cause retrouvée. Ça, c'est connu dans la littérature. C'est-à-dire, en gros, vous faites un truc, vous savez que de toute façon, dans 30% des cas, dans les hépatites, on ne trouve pas de cause. Donc, en fait, on a trouvé plus d'hépatites d'origine indéterminée, mais il y en a toujours eu. Et ça, c'est sur les insuffisances hépatiques. Si vous mettez juste cytolyse supérieure à 500, autant vous dire que vous en prenez encore plus. Donc, c'est vrai que probablement nos critères n'ont pas été assez stringents dans les pays où il n'y avait pas une épidémie majeure qui a en fait surmonté ces difficultés. Alors, c'est pour ça que l'EFSGAN a publié des recommandations, plusieurs auteurs sont dans la salle, qui proposaient un bilan standard pour ces hépatites pour essayer un peu de standardiser ces recherches d'hépatites sévères. Parce que là, on est un peu comme dans cette image, que chercher les hépatites d'origine indéterminée sur un flot d'hépatites où vous êtes perdu, il faut voir celui qui est un peu différent des autres. Alors, est-ce qu'on a raté des cas en France? On va être un peu franco-centré, parce qu'on s'est posé la question. En gros, le Royaume-Uni greffe peu ou prou à peu près le même nombre de greffes, plutôt un peu moins que la France. Je vous rappelle qu'ils ont greffé une augmentation de 12% du nombre de greffes sur une petite période. Bon, il y a 4 centres de greffe pédiatrique en France. Si on avait eu une augmentation de 12% sur une petite période, on l'aurait probablement vu. Donc, il semble, en tout cas, Emmanuel nous corrigera s'il veut, mais il est probable qu'on n'a pas raté de cas. On ne peut pas se dire c'est parce qu'on ne les a pas cherchés. On les a cherchés et ils n'étaient pas là. Donc, c'est un peu le mystère de cette hépatite. C'est qu'on trouve un modèle, on explique des choses, et maintenant, en fait, la question, c'est pourquoi ils ne sont pas partout. Donc, concernant ces hépatites pédiatriques sévères, qu'est-ce qu'on peut en dire? On est probablement dans un modèle multi-hit, où est-ce qu'il faut un HLA spécifique, pour l'instant, dans ce cas particulier, le DRB104, un virus aidant, bon, plutôt des adénovirus, un AAV, mais bon, ça, vous l'avez tout le temps, hein. Des gens qui sont HLA, DRB104, des adénovirus, des AAV2, vous en avez tout le temps. Dans la salle, 80% d'entre nous, mais 90% ont eu du AAV2. Donc, on l'a, et on l'a les premiers mois de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il a fallu quelque chose qui fasse la susceptibilité. Alors, l'hypothèse aurait été, dans ce cas, l'absence d'immunité secondaire aux mesures barrières et leur retour brutal qui, a entraîné une conjonction de co-infections, c'est-à-dire que probablement, peut-être que vous avez l'AAV2 quelques mois ou quelques années après avoir eu l'adénovirus. En fait, on n'a pas cet effet poulet qui a été majoré par la levée des restrictions. On serait donc dans un tableau un peu comme la maladie cœliaque, en fait, sur un HLA à risque, un moment, et là on aurait le facteur de risque, entraînerait un symptôme, donc quelque chose, vous voyez, une hypothèse où est-ce qu'il ne faut pas que la population à risque, il faut en plus le bon moment, le bon élément pour déclencher la maladie. Mais alors, pourquoi il y a ces différences entre les pays? Parce que, bon, des mesures barrières et la fermeture des écoles, tout le monde en a fait, et quand vous comparez, les Anglais n'en ont pas fait tant que ça. Enfin, en tout cas, ils en ont beaucoup fait, mais ils n'ont pas fait quelque chose qui les met à part des autres pays. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait cette différence? Alors, est-ce que c'est la répartition du HLA? Bon, dans ce cas, si on voit la répartition théorique, nos collègues de Lille, de Normandie auraient dû voir plus de cas, parce que vous voyez que la répartition du HLA DBRB1 0401 est à peu près identique entre le nord de la France, voire la Belgique, et l'Angleterre. Donc, on ne s'explique pas cette différence-là. Enfin, ceci évoque probablement un modèle pour d'autres pathologies. En fait, ça montre, à mon sens, un des problèmes qu'on a, c'est de se dire, là qu'on a du multi-atteinte, c'est difficile de les identifier. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ce pic d'atteinte au Royaume-Uni, personne n'aurait pensé à incriminer un adénovirus, un AAV2 et faire le HLA. Donc il y a probablement dans ce 30% d'étiologie indéterminée, plusieurs qui peuvent entrer dans ce cas-là, et c'est un appel pour nous d'être beaucoup plus systématiques sur nos recherches, probablement faire plus de métagénomique, de mieux pouler nos données, parce que probablement il y a plusieurs cas de ce type-là qui vont exister. Enfin, comme vous l'avez noté, j'ai voulu illustrer cette présentation par plusieurs grands auteurs de bande dessinée franco-belge. Je n'avais pas pu mettre Franquin, qui est un des grands maîtres, et donc je vous permets de vous mettre ce qui est en menu un de ses meilleurs gags, et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Alexandre de nous avoir apporté un peu de lumière sur cette épidémie obscure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, et pendant peut-être que les questions émergent, moi je me demandais si, puisque tu as bien analysé la littérature, est-ce que finalement il y a des données histologiques vraiment précises, et est-ce que finalement notre analyse c'était qu'en fait c'était plutôt des hépatites séronégatives, dites dysimmunes, avec des T activés, comme on en connaît depuis toujours. Et finalement, il y aurait eu une espèce de jeu de lumière un peu basé sur le fait que tout le système médiatique était prêt à tirer sur n'importe quel événement de santé, un peu lié au virus, un peu lié aux enfants, quoi. Il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas tant de données d'anapathes. Il y a beaucoup ce qui est décrit, c'est quand même très nécrotique. Il est décrit comme dans les publications, en tout cas des cas anglais, et ils décrivent une activation par contre du système HLA, donc il y a probablement de l'auto-immunité, un phénomène auto-inflammatoire qui était présent, et une absence des phénomènes lytiques. Effectivement, mais c'est pas si bien décrit que ça, en effet. Étienne, tu peux faire un commentaire ? Donc évidemment, l'histoire des ARV est très intéressante. Est-ce qu'on a fait un parallèle à ce qui est observé justement dans les thérapies géniques, qui sont quand même parfois des hépatites très sévères, au point que certains essais ont été arrêtés à cause d'hépatites sévères qu'ils traitent empiriquement avec des stéroïdes, d'ailleurs, sans vraiment très bien savoir. Alors j'ai pas lu directement le fait qu'ils aient fait ce lien-là, mais c'est vrai que c'est une piste, en tout cas c'est une réflexion intéressante. On ne comprend pas très bien non plus ce qui se passe dans ces thérapies géniques. Après, c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de littérature, parce qu'il y a 3 articles de fond que je vous ai présentés. Enfin, si on fait en tout les vrais articles, mis à part les gens qui disent c'est grave, c'est peut-être le Covid, c'est peut-être autre chose, en gros, il y a une centaine d'articles sur ça, et il y a 5-6 articles avec des données. Les autres, c'est qu'on brode sur ce qui a été dit. C'est un peu le paradoxe. Et comme il n'y a que les Anglais, un peu les Américains qui en ont eu, on n'a pas tant de données que ça, un peu fortes. Je crois qu'on peut être rassuré quand même. Je crois qu'on peut être rassuré quand même sur ce phénomène, et pour rebondir sur ta question tout à l'heure, je pense qu'on aurait effectivement identifié en France s'il y avait eu une vraie augmentation de cas, et que donc je pense ça s'est pas passé, quoi. Tu as dit qu'il y avait un background génétique représenté par le HLA et merci. Qu'on peut retrouver assez souvent après le DR3 chez les diabétiques, mais pour les équipes qui suivent les enfants diabétiques, il n'y a pas eu vraiment un excès d'hépatite. Donc comment tu pourrais expliquer ça ? En fait, ce qu'il y a, c'est que le HLA DRB104 est associé au diabète, mais ce n'est pas l'HLA principal qui est associé au diabète. Donc en fait, là, c'est dans les HLA qu'ils ont regardé, ils ont retrouvé un déséquilibre, mais ce qui, à mon avis, est peut-être spécifique à cette atteinte, parce que d'autres HLA donnent d'autres types d'atteintes. Mais en tout cas, ils l'ont retrouvé, ce n'est pas le HLA classique. Comme tu vois, il est extrêmement concentrés au Royaume-Uni, alors que les HLA DR3, DR4 qui sont associés au diabète sont globalement assez bien disséminés dans le monde. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on avance. Merci beaucoup, Alexandre.